Il fait beau sur la Côte d'Azur, ce lundi 24 juin 1991. L'été connaît ses premières heures. L'agitation est peu commune sur le chemin Saint-Barthélemy à Mougins, sur les hauteurs de Cannes. Dans ce village aussi chic que discret, il est rare de voir un tel rassemblement de gendarmerie. Des ouvriers qui travaillent à proximité ont compris qu'il est arrivé quelque chose de grave chez Madame Marchal. Très vite, le bruit court. La riche veuve a été massacrée dans sa cave. Les voisins n'osent croire à la fin tragique de cette femme respectable. Très distinguée, très charmante. On la connaissait avec sa Rolls. Ça paraît une histoire invraisemblable. Le plus invraisemblable, c'est le cauchemar qu'a dû vivre Ghislaine Marchal. La scène du crime laisse envisager le pire calvaire. La victime gît dans la cave, habillée d'un simple peignoir imbibé de sang. On distingue de très nombreux coups de couteau dans l'abdomen et sur les membres. Le crâne semble avoir explosé sous les coups qui ont été portés. De longues traînées de sang maculent le ciment des 3 pièces qui composent le sous-sol. Mais le plus surprenant, ce sont 2 inscriptions. L'une sur la porte de la cave à vin, l'autre sur la porte de la chaufferie. 2 inscriptions en lettres de sang, devenues célébrissimes. Ce qui s'est passé, c'est que les gendarmes sont arrivés dans cette cave. Ils ont découvert le corps sans vie de Madame Marchal, et puis ces 2 inscriptions. La célèbre inscription « Omar m'a tué », écrite de manière relativement lisible, et puis un peu plus loin, sur la porte de la chaufferie, une inscription beaucoup moins lisible, beaucoup moins claire, « Omar m'a té », qui s'arrêtait là comme si Madame Marchal avait voulu écrire une 2e fois qui était son assassin. Omar. Il n'y a a priori qu'un Omar dans l'entourage de Ghislaine Marchal. Omar Radad, le jardinier de la propriété. Il travaille à la chamade 2 ou 3 jours par semaine. Il travaille aussi chez une voisine, Madame Pascal, comme l'avait fait son père de très longues années durant. Les enquêteurs ont tôt fait de le retrouver, à Toulon, dans sa belle famille, où il fête l'Aïd el-Kébir. Dès le mardi 25 juin au petit matin, il est interpellé, interrogé et incarcéré. Nul doute, avec ces mots, Madame Marchal, laissée pour morte, a trouvé encore quelques forces et la présence d'esprit pour dénoncer son tortionnaire. Inimaginable, le courage extraordinaire de, quand on y pense, d'écrire faire part de décès dans son tombeau. Je vais mourir, Omar m'a tué, alors qu'elle va mourir. Il faut du courage et une volonté surhumaine. Non seulement pour écrire ces messages, mais aussi pour se barricader comme l'a fait Ghislaine Marchal. En effet, à leur arrivée, les gendarmes ont trouvé la porte bloquée de l'intérieur. Sans doute la milliardaire a-t-elle, dans un dernier élan de survie, cherché à empêcher son meurtrier de redescendre à la cave, de revenir à la charge. Je suis dans la cave où a été tuée Madame Marchal. J'ai observé de très très près la fameuse porte devant laquelle, et ça c'est l'essentiel de toute cette affaire, de ce drame, devant laquelle Madame Marchal, mourante, mais enfin avec encore suffisamment de sorte, a dressé ce petit barrage intérieur. Malgré cette certitude, enquêteurs et magistrats vont souvent, sous la pression de la défense, chercher à résoudre de très nombreux mystères. Omar Radad a-t-il laissé derrière lui des traces de son forfait? D'autres traces accusatrices peuvent-elles être relevées sur lui, ses vêtements, ses chaussures? A-t-il un mobile, un alibi? Est-on certain que c'est Ghislaine Marchal qui a barricadé la porte de la cave de l'intérieur? N'a-t-on pas pu installer le même mécanisme en sortant de la pièce? Ghislaine Marchal est-elle vraiment l'auteur des inscriptions accusatrices? Aurait-elle pu commettre la faute d'orthographe grossière relevée sur la porte de la cave à vin? Omar m'a tué, tué, ER, à l'infinitif? Curieuse erreur pour une femme réputée cultivée. Omar Radad ou quelqu'un d'autre aurait-il pu jalouser ou en vouloir à la riche veuve au point de la tuer? Pour apparemment rien, puisque la maison n'a été ni cambriolée, ni même fouillée. Madame Marchal, enfin, a-t-elle vraiment voulu désigner son meurtrier? Aurait-elle pu confondre Radad avec quelqu'un d'autre? Ou un scripteur, un assassin inconnu, aurait-il voulu faire porter le chapeau au jardinier? On ne peut pas exclure la thèse, effectivement, d'une mise en scène visant à faire
accusé Omar Haddad. Tout le monde, ou presque, a cru à cette thèse du complot. La famille d'Omar Haddad, bien sûr, mais aussi les voisins de Madame Marshall, les grands bourgeois de Mougins. Une pléiade d'intellectuels de droite comme de gauche, la grande presse parisienne. Tout le monde sait aujourd'hui qu'Omar est innocent, c'est une légende dans la rue. Quand j'ai été élu à l'Académie française, j'ai invité Omar Haddad, tout le monde l'a rencontré, l'a vu. Il est évident que, je veux dire, ça fait partie maintenant d'une... c'est une banalité. Les gens savent très bien, il y a eu d'ailleurs des sondages qui ont été faits, les gens croient à l'innocence d'Omar Haddad. Tout le monde le sait, sauf les gendarmes, les magistrats et surtout les jurés qui ont condamné Haddad, provoquant la colère de la foule. Au bénéfice d'une grâce présidentielle, Omar Haddad est sorti de prison en 1998. Il continue à nier la moindre responsabilité dans la mort de Ghislaine Marshall. Et il ne renonce pas, dit-il, à son combat pour la vérité. Ça fait 2 ans, je réclame un 2e procès. Et pour moi et pour toute la France. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup de Français qui réclament un 2e procès. Et je pense que tous les Français ils ont le droit de savoir la vérité. C'est tout. Parce que je suis sûr, certain de moi, c'est pas moi qui a tué Madame Marshall. Et vous dites qu'il vous a tué aussi, l'assassin? Oui, parce que partie civile, il dit, et si quelqu'un a fait ça, vraiment, il est fort. Oui, il est fort. Le résultat, il est là. Il a tué Madame Marshall, il me ramènera après pour 18 ans. Oui, il est fort, il faut le dire. Oui, il est fort. C'est un homme qui a été gracié, mais il n'a pas été réhabilité, il n'a pas été innocenté. Et comme il le dit lui-même, il l'a répété, je suis toujours prisonnier dans ma tête, c'est-à-dire qu'il subit cette terrible offense d'être considéré comme un coupable alors qu'il est innocent. C'est tout le paradoxe. Libre depuis 10 ans, considéré par tous comme victime d'une erreur judiciaire, Omar Haddad reste aux yeux de la justice un coupable. Libre mais coupable. Son histoire est digne d'un roman d'Agatha Christie. Dans une cave noire, toute lumière éteinte, la victime atrocement mutilée parvient à désigner son meurtrier. Dès les premières pages, on pourrait supposer connaître l'issue de l'ouvrage. Reste à prouver que les apparences sont, comme souvent, trompeuses. Mais peut-on être aussi certain de l'innocence d'Omar Haddad ? Ghislaine Marshall, veuve de l'héritier de la marque d'équipement automobile du même nom, vit depuis des années seule dans sa villa La Chamade. Madame Marshall voyage parfois en Italie, en Suisse, où elle possède aussi une propriété. Mais le plus clair de son temps, elle réside ici. Elle se lève tard, prend son petit déjeuner au lit en lisant la presse ou en faisant des mots croisés. Le midi, le soir, elle reçoit parfois. Souvent aussi, c'est elle qui est reçue. Elle vit seule, mais bénéficie du concours de 2 employés. Un jardinier Omar Haddad, on l'a vu, et une femme de ménage habituée des lieux. J'allais du lundi au vendredi, et quand il y avait du monde, le samedi et le dimanche. Quand il y avait des invités, j'étais assistée de ma fille. Quand il y avait trop de monde, oui. Son personnel, Madame Marshall, le paye le plus souvent en liquide. C'est ainsi que 2 jours avant le drame, Liliane Revevaux a accompagné Ghislaine Marshall jusqu'à la banque. Elle a retiré de l'argent, et elle m'a donné ma paye de la semaine, 1000 francs. Madame Marshall a retiré ce jour-là 5000 francs en liquide. Après avoir payé son employé et fait quelques courses, il lui reste 3600 francs dans son sac à main, à la veille du week-end. Un week-end ordinaire pendant lequel elle se passe des services de Liliane Revevaux. Je ne suis pas allée travailler parce qu'elle m'avait dit qu'elle partait, elle était invitée quelque part. Je ne suis pas allée, je pense même le lundi, j'y ai pas été. Elle m'avait dit qu'elle partait, je crois qu'elle m'avait dit qu'elle partait en Italie. Erreur. Ghislaine Marshall doit se rendre chez des amis le dimanche 23 juin pour un anniversaire. Elle est attendue pour 13 h. Elle compte bien y aller. Elle a même préparé un cadeau. Le lundi, elle doit recevoir une de ses meilleures amies, Erika Serin. Les 2 femmes ont prévu un pique-nique au bord de la piscine. Elles tiennent à être tranquilles. Rien de tout cela n'aura lieu. Ghislaine Marshall n'ira pas chez les Coster. Erika Serin sonnera en vain le lundi midi à la porte de la Chamade. En toute fin de journée, alertée par les amis de la riche veuve et par une société chargée de la sécurité de la propriété, les gendarmes forcent la porte de la cave et découvrent le drame.
Il découvre le corps de la victime, les traces de sang au sol, sur l'interrupteur de la lumière, le système de blocage de la porte à l'intérieur de la cave et les 2 inscriptions. Omar m'a tué, et face au corps sans vie de Madame Marshall, un Omar m'a tué à peine lisible. Des indices qui offrent un premier scénario plausible. C'est extraordinaire quand on y pense. C'est d'ailleurs tellement extraordinaire, c'est comme le mystère de la chambre jaune, qu'on n'a pas voulu y croire. Ben si, c'est extraordinaire, mais il faut y croire parce que c'est la vérité. Logique donc qu'on aille chercher Omar Haddad là où il est, à Toulon, qu'on l'interroge longuement et qu'on en fasse le suspect numéro 1. Pourtant, dès les premières découvertes sur la scène du crime, les défenseurs du jardinier marocain soulèvent les premiers éléments de doute. Les éléments déterminants qui me font penser qu'il n'est pas coupable sont nombreux. Le premier, c'est la faute d'orthographe. Le second élément, c'est qu'il peut paraître surprenant qu'une personne qui n'est que blessée par définition, si elle a encore la capacité d'écrire quelque chose sur des portes, écrive « Omar m'a tué ». On pourrait concevoir que l'on écrive « Omar m'a blessé », c'est Omar qui... Pourquoi la faute d'orthographe? Les enquêteurs chercheront une explication, nous y reviendrons. Pourquoi ce terme « tuer » alors que la victime est encore vivante? Comment répondre à cette question sans sentir, comme Ghislaine Marshall, les forces de vie nous échapper? Les avocats ne se sont pas arrêtés à ces premières constatations. En observant les saignements de la victime, ils se sont vite convaincus que celle-ci ne s'est pas redressée après les coups. Le corps de Madame Marshall portait un certain nombre de traces de blessures. Les saignements sur les cuisses étaient des saignements perpendiculaires aux cuisses. Il n'y a pas d'explication de ce saignement. Parce que si Madame Marshall, après avoir subi cette blessure, s'était verticalisée, le saignement, l'épanchement de sang eût été vertical par rapport à la jambe et non pas perpendiculaire par rapport à la jambe. Certes, mais c'est oublier que personne ne sait si Madame Marshall a eu besoin de se relever ou pas, ni pour bloquer la porte, ni pour tracer ses inscriptions. Au contraire. Je précise qu'elle a écrit ça à genoux. Elle était donc évidemment très faible. Elle appuie sa tête contre la porte en dessous de l'inscription et on voit là, on a retrouvé des traces de sang et des cheveux collés. Bon, elle écrit « Omar m'a tué ». Je répète, il y avait qu'elle dans la cave. Pour en être certain, encore eût-il fallu fouiller au peigne fin la cave et sans doute toute la villa. Le respect de la scène de crime telle qu'elle est pratiquée actuellement, en 1991, c'était pas la même chose. Et bon, alors on a laissé des empreintes partout, on a oublié de relever certaines empreintes. Ça dépend aussi des médecins légistes. On n'a pas mesuré la largeur des doigts de Madame Marshall pour voir si, par exemple, si elle coïncidait avec les traces de sang. Les gendarmes ne sont pas idiots, enfin. Bon, on a cherché partout des traces. On n'en a pas trouvé, c'est dommage, mais il y a quantité d'affaires criminelles où on ne trouve pas d'empreintes. Il ne s'agissait pas au départ de dire « cet Omar, c'est lui le coupable ». Les gendarmes ont été honnêtes et ont dit « il y a de fortes présomptions, mais on va chercher aussi ailleurs, ce qui est la moindre des choses, enfin ». Effectivement, on a cherché. Mais on n'a pas trouvé grand-chose. La porte de la cave, fermée de l'intérieur, avait été aussi fermée à clé de l'extérieur par l'agresseur de Madame Marshall. Cette clé, retrouvée dans une petite remise, ne présentait aucune empreinte digitale. Pas plus que le chevron de bois qui a visiblement servi à frapper la riche veuve. Pas plus que le sac à main de la victime retrouvé dans la chambre vidée des 3600 francs qu'il devait contenir. Pas plus enfin que la cisaille qui aurait pu être utilisée pour agresser Ghislaine Marshall. Aucune trace d'Omar, nulle part. Sur l'espèce de sécateur qui a servi à tuer Madame Marshall. Il faut quand même bien voir que ce sécateur a été nettoyé. Ça me semble tout de même tout à fait intéressant. Pourquoi voulez-vous qu'on le nettoie
s'il n'y avait pas une raison quelconque. Cette raison me semble évidente, il fallait essayer de supprimer toute trace. Alors, je crois que ce sont des traces d'hydrocarbures, on a nettoyé à l'essence. Bon. Donc, si vous voulez, il n'y avait là aucune empreinte possible non plus. Pas d'empreinte, les défenseurs d'Omar jubilent. Aucun élément n'a été relevé dans ce qui était un véritable laboratoire de police scientifique qui permettrait de dire qu'Omar Haddad s'était trouvé effectivement dans la cave au moment où les coups ont été portés. Ces vêtements ne portaient strictement aucune espèce de trace de sang. Il n'y a pas eu de contact direct entre Mme Marshall et Omar Haddad. Il l'a frappé d'abord avec un chevron en bois, ensuite avec un instrument tranchant, mais à travers son peignoir. Ce peignoir lui-même a bu le sang qui sortait du corps de Mme Marshall et n'a donc pas pu rejaillir sur Omar Haddad, qui d'ailleurs aurait eu le temps 20 fois de se laver et d'essuyer ce sang. En vérité, il n'y a pas eu à se réjouir trop vite. Car si l'on ne trouve pas de traces d'Omar Haddad sur la scène du crime, si l'on ne trouve pas de traces de sang sur le jeune jardinier, ses chaussures, elles, révèlent une surprise. Il y avait des traces de sable de la cave sur les chaussures d'Omar Haddad, qui ne s'était pas méfié de ça. Je trouve en microscopie à balayage électronique des microparticules qui correspondent à un chantier. Voilà. Et il se trouve que cette cave est en chantier. Il y avait de la laine de roche, oui, des microparticules de plomberie, de plâtre, de ciment, voilà tout un éventail de microparticules qui caractérise finalement cette cave. Magistrats et enquêteurs marquent un premier point. Haddad est bien descendu dans la cave. Il affirme que c'était des semaines plus tôt, au mois d'avril, 2 mois auparavant. Les particules se seraient-elles accrochées à ses basques si longtemps? On peut en douter. Mais on essaye de le croire, si ce n'est qu'à partir de ce moment, les gendarmes se méfient de lui. Ils le pensent capable de mensonges. Omar, pourtant, à Mougins, fait figure de gentil garçon. Né au Maroc en 1962, il a 29 ans en 1991 lors du décès de Ghislaine Marshall. Il a rejoint son père sur la Côte d'Azur voilà 6 ans et a épousé Latifa en 1987. Les premières années de leur union, ils sont hébergés chez Madame Marshall. Ils ne quittent la chamade qu'à la naissance de leur premier enfant, Karim. Latifa lui donne quelques semaines avant le drame un second fils, Youssef. Grand, beau, le regard attendrissant, Omar Haddad reçoit la confiance des riches voisins de la chamade. Omar Haddad travaillait des centaines de mètres plus bas dans une autre propriété que la chamade, au mas Saint-Barthélemy, chez une vieille dame qui s'appelait Madame Pascal. Et cette dame et d'autres voisins de toute l'impasse Saint-Barthélemy, où il y avait la chamade au bout, n'ont pas cru possible qu'Omar Haddad soit le coupable. Ils le connaissaient, pour eux c'était inconcevable. D'autant plus inconcevable que Haddad, même avec maladresse, crie son innocence. J'ai rencontré quelqu'un qui d'abord clamait son innocence et se posait la question de savoir très exactement ce qu'il avait pu dire pendant le temps de sa garde à vue, tant il avait du mal à comprendre le français et à s'exprimer dans cette langue. Mais ce qui m'a immédiatement marqué, c'était une espèce de douceur, malgré tout, qui se dégageait de son personnage et cet effarement de se trouver dans la situation dans laquelle il se trouvait, c'est-à-dire accusé du meurtre de Madame Marshall. Cette douceur, cette candeur, décidément non. Haddad n'a pas la tête de l'emploi. C'est ridicule. Si tous les assassins avaient des têtes de chéri Bibi avec marqué sur le front « assassin », ce serait beaucoup plus facile pour les retrouver. En fait, la personnalité d'Omar Haddad est beaucoup moins lisse qu'on l'imagine. D'abord, tout le monde le reconnaît, mais personne ne lui en veut. Il a tendance à grignoter ses heures de travail. Un quart d'heure en début de journée, un quart d'heure en fin. C'est toujours ça de gagné.
On le dit aussi joueur, flambeur serait un peu fort. Mais c'est vrai que dans les casinos du coin, au bandit manchot, il perd parfois de grosses sommes. On a indiqué qu'Omar Haddad se serait endetté parce qu'il fréquentait d'abondance les casinos, peut-être même les filles de mauvaise vie, et qu'il aurait voulu voler les économies ou de l'argent qui se trouvait dans le sac de Madame Marshall. On a vu défiler, je ne sais pas combien, une dizaine d'employés du casino de Cannes qui ont dit ce monsieur-là venait très très souvent, il changeait tout le temps des petites coupures, mais à force ça finit par faire beaucoup d'argent, et on le savait bien, on les connaît les joueurs, hein. Il perdait. Alors il n'était pas content quand on a parlé de ses relations avec des prostituées, qui lui ont coûté de l'argent aussi. Moi je trouve que ça n'a pas une grande importance, il n'a pas dépensé des fortunes avec des prostituées. Omar Haddad fréquentant occasionnellement des prostituées. Les faits furent contestés. Omar Haddad jouant au casino au-delà du raisonnable, il le reconnaît lui-même, rien d'illégal. Il n'empêche, et ce n'est pas sans lien, que la situation financière de la famille Haddad n'est pas des plus brillantes. 2 mois de loyer de retard, des dettes un peu lourdes obligent Omar à demander des avances à ses employeurs, Madame Pascal et Ghislaine Marshall. 1500 francs par ici, 2000 francs par là. Les 2 femmes n'en peuvent plus. Une première piste. Madame Marshall avait téléphoné à Madame Pascal pour lui dire il faut arrêter de faire des avances en liquide à Omar Haddad. Il nous en demande de plus en plus tôt, etc. Et qu'on sent bien qu'il y avait un petit conflit à ce niveau-là. Omar Haddad gagnait 8000 francs par mois. Vous croyez que pour une avance de 2500 francs, soit le quart de son revenu mensuel, il va tuer Madame Marshall, chez qui il a vécu, qu'il considère comme sa mère? C'est pourtant ce qui est imaginé. Il est venu demander de l'argent à Madame Marshall. Il lui en demandait tous les jours. Il lui en demandait tellement tous les jours que Madame Marshall disait « Omar, tu as mangé ton mois avant d'avoir commencé à travailler. » Alors, pas besoin de mobile. Parce qu'encore une fois, c'est pas un assassinat, c'est pas un meurtre prémédité, c'est ce que j'appelle un meurtre de colère. C'est un meurtre de petit coq très lâche en l'occurrence, mais de petit coq. Un premier scénario se met donc en place. Le dimanche 23 juin, Omar Haddad travaille exceptionnellement chez Madame Pascal. Il quitte le clos Saint-Barthélemy à midi. Francine Pascal, sa fille, et son gendre attablés dans le jardin le confirment. Le jeune jardinier profite de sa pause pour se rendre à la chamade, quémander une nouvelle avance à Madame Marshall. Il doit rejoindre sa femme le lendemain à Toulon pour l'Aïd el-Kébir. Il ne voudrait pas arriver les mains vides alors qu'il a promis de ramener de l'argent. La riche héritière, surprise à demi nue dans la cave de sa propriété, ne l'entend pas de cette oreille. Non, elle ne cédera plus. Elle rudoie même son employé. Blessé, humilié, enragé, Omar Haddad se saisit d'un chevron de bois qui traîne là et frappe sa patronne. Elle titube, tombe à terre. Omar réalise la bêtise qu'il a faite. Madame Marshall va le dénoncer, porter plainte. Sans vraiment réfléchir, il remonte dans le local où il range ses outils, s'empare d'une cisaille, redescend et frappe Ghislaine Marshall d'une quinzaine de coups. Le peignoir éponge empêche le sang de jaillir, il laisse Madame Marshall pour morte, referme la cave à clé, nettoie la cisaille avec un chiffon imbibé d'essence et dépose la clé de la cave dans le local à bois. Avant de partir, il se faufile dans la chambre de sa patronne. Il s'empare des 3600 francs qui traînent dans son sac à main et repart discrètement. Personne ne sait qu'il est venu à la chamade. À 13h05, il réapparaît au clos Saint-Barthélemy et avec 25 minutes d'avance, reprend son travail. Le gendre de Madame Pascal le trouve un peu pâle. Sans doute a-t-il faim, pense-t-il. Il lui offre un sandwich et une glace. Omar Haddad ne mange que le dessert. Malheureusement, ce beau scénario va s'effondrer quelques jours plus tard. Le coup de théâtre intervient le 2 novembre à la réception du rapport d'autopsie. On y lit « L'heure approximative du décès est entre 11h et 13h30 le 24 juin 1991. » Le 24 juin 1991, le lundi, pas le dimanche. Omar Haddad n'était pas à Mougins le lundi 24 juin 1991. Il était à Toulon pour fêter l'Aïd el-Kébir. Il a pris le train à 7h du matin.
C'est pour ça qu'il avait proposé à Madame Pascal de venir travailler le dimanche au lieu du lundi. Il est donc innocent, preuve à l'appui. Journalistes et avocats élaborent de nouvelles théories. Une chose est sûre, l'affaire débute bien le dimanche. Madame Marchal a donné un dernier coup de téléphone à 11h50 à son amie Erika Serin pour confirmer le déjeuner du lendemain. Elle ne donne plus de signe de vie ensuite. Est-ce qu'à ce moment-là, elle est tuée ou est-ce qu'elle est séquestrée pour être tuée le lendemain? Ce qui correspondrait mieux aux expertises légistes, j'en sais rien. Mais là, dans cette hypothèse, le meurtrier la tue, Madame Marchal gît sur le sol, et cette personne se dit comment éviter d'être accusé moi. Je vais accuser Radad. Et la personne ayant fait tout ça, éteint, s'en va, ferme la porte derrière elle, après avoir placé 2 ou 3 choses derrière la porte pour donner le sentiment que Madame Marchal avait essayé de bloquer la porte. Voilà ce qui a pu se passer. L'hypothèse est bientôt confortée par le témoignage d'un ouvrier qui a travaillé toute la journée du lundi juste en face de l'entrée de la chamade. Il y a un témoignage très précis qui dit « Ce jour-là, je vois des voitures venir et j'entends un cri de l'intérieur qui dit « Qui est là ?» Un cri avec une voix féminine. Difficile de penser que c'est Madame Marchal à ce moment-là, ça peut être une autre voix féminine. L'ouvrier n'est pas seul, il est avec son chef, Fabrice Hameux, qui a un souvenir précis de cette journée. Pas du fameux « Qui est là ?» Alors, bon, le lundi matin, on arrive à 7h30, puis arrivé à 11h30, je crois, quelque chose comme ça, une dame qui est arrivée, qu'elle a klaxonné, qu'elle a crié, elle a appelé, et ensuite, bon, dans l'après-midi, la dame allait revenir plusieurs reprises, quoi. Et puis voilà. C'est qu'il y a du monde à défiler à la chamade ce lundi 24 juin. Erika Serin vient comme prévu avant midi. Elle sonne en vain, crie et laisse les journaux avant de partir. Dans l'après-midi, Francine Pascal entre avec sa gardienne dans la propriété. Elle en fait le tour sans visiter la cave. Elle ne note rien d'anormal, si ce n'est que la maison ouverte est déserte. Un agent de la société de gardiennage chargé de la sécurité de la villa vient lui aussi à 2 reprises. La première, seule, la seconde avec Francine Pascal et le médecin traitant de la veuve Marchal. Celui-ci note la présence dans la chambre du sac à main vide de sa patiente. Personne avant l'arrivée des gendarmes vers 18h n'a l'idée de descendre à la cave dont la porte est fermée à clé. Entendre une voix féminine sortir de la chamade n'a rien de mystérieux. Peut-être pas « qui est là ?» mais plutôt « vous êtes là ?» Le témoignage de l'ouvrier fait long feu. D'autant que les légistes font parvenir un rectificatif. Le 24 juin est une faute de frappe. Il fallait bien sûr lire le 23 juin. L'affaire est réglée. Pourtant, nombreux sont ceux qui, arguments scientifiques à l'appui, continuent à douter. Madame Marchal, elle a les yeux bleus, limpides. Et normalement, au bout de 6 à 12 heures, les yeux bleus, après la mort, les yeux se voilent. Elle les a absolument pas voilés. Donc là, c'est une nouvelle preuve qu'on a tenté de faire coller le dossier à une thèse plutôt que d'essayer de trouver vraiment ce qui s'était passé. Malheureusement, impossible de demander une nouvelle autopsie. 2 semaines après le drame, le corps de Ghislaine Marchal a été incinéré. Quand vous acceptez d'incinérer le corps de la victime 15 jours après son décès, alors que ça laissera, c'est la pièce à conviction par excellence, je trouve que ce sont des erreurs qui sont très très graves. Les soutiens d'Omar doutent d'autant plus que leur protégé offre un alibi solide, y compris pour le dimanche, un alibi détaillé. Toute la matinée du dimanche 23 juin 1991, Omar Radad travaille chez Madame Pascal, c'est avéré. Il quitte le clos Saint-Barthélemy à midi. Madame Marchal sort tout juste de sa douche et s'apprête encore nue sous son peignoir à descendre dans la cave vérifier le système de la piscine. Le jeune jardinier réapparaît chez les Pascal à 13h05. C'est donc entre midi et 13h que tout s'est noué. Omar propose un récit précis. Il est descendu déjeuner chez lui en 2 roues. En chemin, il s'arrête dans une boulangerie acheter une demi-baguette de pain. Les vendeuses sont interrogées. Une cliente restée une demi-heure à discuter dans la boutique aussi. Les boulangères, si on regarde très précisément leurs procès-verbaux, elles disent qu'il y avait tellement de monde ce jour-là qu'elles sont incapables de se souvenir. Elles ne disent à aucun moment qu'elles ne l'ont pas vu. Mais ça devient, dans le rapport de synthèse de la gendarmerie,
nous nous souvenons n'avoir pas vu Omar Haddad. Enfin, et ça arrive sur plusieurs témoignages. Dommage. Vers 12h15, il arrive chez lui. Alors qu'il entre son 2 roues dans la cour, il croise un voisin, le gérant de la supérette installée au rez-de-chaussée du bâtiment. Lui aussi est interrogé. C'est vrai que ce voisin ne confirme pas avoir vu Omar Haddad. Mais pour que Omar Haddad ait pu voir ce voisin de l'immeuble dans lequel il habitait, il fallait qu'il se fût trouvé là, puisqu'il indique, rangeant ma petite pétoire, ma mobilette, j'ai vu monsieur Untel. Et il indique l'heure à laquelle il a vu cette personne. C'est donc qu'il se trouvait bien là, à cet endroit-là. Omar n'a pas décidément de chance. Le gérant de la supérette a bien traversé la cour de l'immeuble à l'heure où le jardinier est rentré, mais il ne l'a pas vu. Plus ennuyeux, les autres voisins non plus. Arrivé dans son immeuble, il y avait la quantité de témoins, notamment des gens qui étaient au balcon, qu'on appelait les concierges, c'est tout dire, bon, qui sont restés, ils étaient là, ils attendaient une de leurs filles qui venait à déjeuner. Bon. D'environ midi jusqu'à 1h, 1h15, ils sont restés sur leur balcon, donnant sur l'entrée de l'immeuble. Et ils disent, on connaissait bien M. Haddad, s'il était revenu comme il le prétend avec sa mobilette, on l'aurait entendu, la mobilette, on l'aurait vu, enfin il serait passé sous notre fenêtre. Bon, on ne l'a pas vu, personne ne l'a vu. Personne ne le voit non plus repartir vers 12h40. En chemin, il s'arrête dans une cabine téléphonique pour passer un coup de fil à Toulon chez sa belle-mère. Il est 12h51. C'est vrai que personne n'a vu Haddad, mais il y a cette histoire de coup de fil qui prouve qu'il est bien passé par là. Il passe un coup de fil d'une cabine téléphonique à sa femme Latifa qui est à des dizaines de kilomètres de là, à Toulon. Les gendarmes trouvent ce coup de fil par hasard parce qu'ils épluchent les listings téléphoniques des cabines téléphoniques. Et finalement, ils tombent sur un élément à décharge de Haddad dont lui-même n'avait pas parlé. C'est bien ça le problème. Ce n'est pas Omar Haddad qui spontanément parle du coup de téléphone. Ce sont les enquêteurs qui en découvrent l'existence. Et ce n'est que lorsqu'on lui en parle que le jardinier marocain s'en souvient soudain. Voilà qui éveille encore les suspicions. N'importe qui a pu donner, à partir de cette cabine, un coup de fil à la belle famille à Toulon. Il ment, c'est pas vrai. Enfin, il y a au moins un témoin qui se serait souvenu. Cette histoire de téléphone, quelqu'un a peut-être téléphoné, oui. Dans sa famille, à sa femme, à Toulon, c'est possible, à peu près à cette heure-là. Nous dire que ça prouve qu'il n'était pas en ce moment-là en train de tuer Mme Marshall, je vois pas du tout le rapport. Un dernier argument enfin vient balayer l'alibi d'Omar Haddad. Les éléments que nous avions au départ, que nous avons eus petit à petit, c'était des charges à l'encontre d'Omar Haddad, des choses qui n'auraient pas dû se produire. Le crime s'était produit un dimanche, il ne travaille jamais le dimanche. Or, ce dimanche-là, il avait justement travaillé chez la voisine de Mme Marshall. Il ne s'absentait pas à midi. Quand sa femme n'était pas là, il s'est justement absenté à midi. L'argument se veut définitif. Si Omar dit être rentré chez lui alors qu'il ne le faisait jamais, c'est qu'il a menti. S'il a menti, c'est qu'il est allé à la chamade. Tout est en place pour juger Omar. Omar, dénoncé par sa victime. Le procès s'ouvre fin janvier 1994 à Nice, dans un contexte que l'on dit particulier. C'est une région où le Front National est très fort, fait plus de 30%. C'est un terreau pour le racisme, pour le Front National, et puis aussi une région où il y a énormément de pieds noirs de rapatriés d'Algérie. C'est ce que nous allons voir pendant le procès, justement. Dans ces conditions, c'est sûr, Omar Haddad, le petit jardinier marocain, ne peut être que la victime d'un complot de la grande bourgeoise raciste de la Côte d'Azur. C'est en tout cas ce dont est persuadée une large majorité des journalistes. Pour ce procès-là, ce qui m'a étonné d'emblée, c'est l'arrivée de nombreux confrères qui venaient de l'extérieur, qui arrivaient en disant « Omar est innocent ». Mais bon, comme ce lobby débarquait un peu dans les valises de Maître Vergès, ça ne m'avait pas surpris outre mesure, quoi. Devant la cour d'assises, Omar Haddad fait profil bas. Sur les conseils de son nouvel avocat, Maître Jacques Vergès, lui, l'illettré, parle en arabe. Il a commis une grosse erreur psychologique en conseillant ou en autorisant son client à demander l'assistance d'un interprète. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, Omar Haddad pouvait aussi s'exprimer assez bien en français. Les débats sont fastidieux, disent les témoins, jusqu'à un événement inattendu.
Quand on a exhibé devant la cour d'assises et le public les deux portes, il y a eu dans la salle un « Ah !» Vous savez, tout de suite, on a dit « Mais enfin, on ne peut pas mentir là-dessus. Ça, c'est la vérité. » D'une certaine façon, c'était Madame Marchal qui entrait par son écriture. Il y avait un certain nombre de circonstances qui faisaient que la présentation des portes, cette arrivée de l'écriture de Madame Marchal a été très bouleversante. Ces écritures restent plusieurs jours au cœur des débats et des polémiques. Une chose est certaine, elles ont bien été tracées avec le sang de Ghislaine Marchal. Mais en est-elle à l'origine? Y a-t-on retrouvé ses empreintes digitales? On a bien compris que Madame Marchal avait dessiné des lettres avec ses doigts, et donc à partir du moment, si vous voulez, où on effectue un tracé avec ses doigts, eh bien, on ne pose pas son empreinte, on ne laisse pas la possibilité aux produits biologiques de laisser une trace qui pourrait être exploitable. Impossible donc d'y trouver la moindre empreinte. Pour compenser, on interroge abondamment des graphologues à qui l'on a confié des grilles de mots croisés remplies par la victime pour comparer les lettres avec les traces sanglantes de la cave. Ils ont dit que scientifiquement, il n'était pas correct de comparer l'écriture de quelqu'un qui écrit avec un stylo et dans la position assise ou debout avec l'écriture de quelqu'un qui est couché et qui écrit avec ses doigts trempés dans le sang. Les graphologues, ceux qui viennent témoigner à la barre, personne n'est vraiment d'accord, rien n'est complètement sûr. Aucun débat ne permet de se faire une idée pour savoir si Omar Haddad est coupable ou s'il ne l'est pas. Au grand jeu du ni oui ni non, on ne saurait faire mieux. Reste un débat qui tient en haleine journalistes, spécialistes et magistrats. Madame Marchal, si cultivée, si comme il faut, aurait-elle pu commettre une faute aussi énorme que se tuer ER? Quand on voit l'état du corps de Madame Marchal, qui avait été éventré de 14 cm, qui avait une partie des viscères hors de son corps, qui avait été égorgé de part en part, qui avait le crâne enfoncé par des coups de chevron. Dans cet état-là, d'abord, j'aurais pas la force d'écrire, et a fortiori, je pourrais commettre des fautes d'orthographe. Cette faute de l'infinitif ne fait qu'authentifier sa signature. Parce que Madame Marchal était coutumière de cette faute. On a retrouvé des dizaines de lettres de comparaison. Le sang des inscriptions est bien celui de Ghislaine Marchal. Qu'on n'y retrouve pas ses empreintes digitales n'a rien de surprenant. Et la victime semble coutumière des fautes d'infinitif. L'étau se resserre, mais rien de tout cela ne constitue une preuve formelle contre Omar Haddad. Reste une vérification capitale pour se faire une intime conviction. La porte de la cave a-t-elle effectivement été bloquée de l'intérieur par Madame Marchal pour empêcher le tueur de revenir à la charge? Cette affaire de porte bloquée, c'est presque le nœud de l'affaire. Ce barrage est constitué de 3 pièces. Il y en a 2 importantes et une qui ne l'est pas. Les 2 pièces importantes, c'est une espèce de petite pièce de bois qui avait servi à la frapper, qui était d'ailleurs couvert de sang. Bon. Qu'elle a mis dans un espèce de... Comment vous dire? Il y a une petite levée de ciment. Elle a mis là-dedans ce chevron de bois qui avait servi à la frapper, je vous dis, qui était couvert de sang. Et puis, elle a mis en appui une pièce de fer qu'on a retrouvée à côté, qui était grande comme ça, à peu près. Bon. Une pièce de fer en appui. Ce qui fait que si vous vouliez pousser, ouvrir la porte, c'est impossible. Et puis surtout, il y avait un lit qui était mis le long de la porte. Or, les avocats de l'époque d'Omar Haddad disaient qu'il était possible de faire ce montage et de tirer le lit en fermant la porte après. C'est complètement impossible. Ils ont essayé de le faire, c'est complètement impossible. Ce lit ne peut avoir été mis que de l'intérieur. On a soutenu que Madame Marchal, après avoir reçu les blessures, aurait positionné un lit pliant, un chevron, une barre de fer pour condamner l'accès à la cave. Cela paraît totalement incompatible avec les blessures qu'elle a reçues. Il n'empêche que les gendarmes ont eu un mal de chien à pénétrer dans la cave dont la porte semblait pratiquement scellée. Scellée comme le fut le sort d'Omar Haddad. Au terme de plus de 7 heures de délibéré, le 2 février 1994, il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
À l'énoncé du verdict, coupable, répond une foule unanime. Soudain, un hurlement résonne dans le palais de justice. Latifa Radad s'effondre de douleur. On l'évacue. Nombreux sont ceux qui considèrent ce verdict sans appel comme étant celui du président des Assises de Nice. Alors, la personnalité du président de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes, à l'époque, c'était M. Gian. Et c'était quelqu'un qui avait la réputation justifiée, à mon avis, d'être un président extrêmement répressif. Ayant vécu en Afrique du Nord et en Algérie plus particulièrement, il connaît un petit peu la culture des Arabes et des Berbères et des Kabyles. Donc il se permet des remarques qui, au fur et à mesure, on s'en aperçoit, vont dans le sens d'aggraver le cas d'Omar Haddad. C'est par exemple quand il interroge Latifa Radad, la femme de Omar, qui dit elle-même que Omar est très calme, très doux et qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Immédiatement, le président Gian l'interroge. Mais comment est-ce qu'il n'égorge pas le mouton pour la fête de l'Aïd, ce qui est un sacrifice rituel qui n'a rien de violent, qui est simplement culturel. Donc déjà, ce type de remarque, ou encore, il cite des proverbes arabes qui vont dans le sens d'enfoncer Omar Haddad. Et on verra dans le dénouement d'ailleurs que le président Gian a joué un grand rôle dans la condamnation d'Omar Haddad. Beaucoup aussi font porter le chapeau au défenseur du jeune jardinier, le controversé Jacques Vergès. Le principal responsable de la condamnation d'Omar Haddad, c'est Maître Vergès. Il a choisi, dans le cadre de la médiatisation, d'insister sur le caractère raciste et le caractère politique du dossier, beaucoup plus que les preuves qui peuvent être données sur le dossier lui-même. Il y a des improvisations, des glorioles médiatiques qui coûtent cher aux accusés. C'est tout de même Jacques Vergès qui tient la vedette à la sortie de la salle d'audience. Jacques Vergès, dont je dis toujours que c'est un homme extraordinaire et un avocat à ses moyens, a montré son génie, comme toujours, devant les caméras. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. En comparant Haddad à Dreyfus, Vergès y va franco. Il laisse entendre que la justice a fait preuve de racisme. Le fait qu'il soit marocain n'a pas joué en sa faveur. Il aurait été académicien, il aurait été voilà, un écrivain de renom, on aurait peut-être hésité. Bon. Je ne veux pas qu'on mette du racisme là où il n'y en a absolument pas. Je me moque que M. Haddad soit marocain ou ne soit pas marocain, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir s'il a tué Mme Marshall, c'est tout. Il est évident que le racisme n'a rien à voir dans cette affaire et que, véritablement, ce n'est pas parce que Omar Haddad était un maghrébin qu'il est plus coupable, mais ce n'est pas également parce qu'il est maghrébin qu'il est plus innocent. Les prises de position d'Henri Leclerc font elles aussi polémique. Le célèbre pénaliste est alors président de la Ligue des droits de l'homme. Qu'est-il venu faire aux côtés des grands bourgeois comme adversaire du jeune et fragile immigré maghrébin? Le voilà traître à la cause. Maître Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l'homme, était partie civile dans cette affaire. Donc, c'est certain que ça a beaucoup pesé. Maître Henri Leclerc a fait des déclarations dans Le Monde, signées qualité comme président de la Ligue des droits de l'homme, en disant qu'Omar Haddad était coupable. Bon, ça le regarde, c'est son problème. Personnellement, je trouve ça indigne. Suite à la condamnation d'Omar Haddad, Jean-Marie Rouart se sent pousser des ailes. Tel Zola, volant au secours de Dreyfus, le sémillant académicien endosse son habit vert pour sauver le jardinier marocain. J'ai essayé de mettre en branle les intellectuels, qui d'ailleurs ont formidablement réagi. Il y avait Philippe Solers, Gabriel Maznev, Henri Troyat, Maurice Reims, Jean d'Ormesson. Enfin, il y a eu énormément de grands écrivains de droite, Éric Orsenard, de droite et de gauche. Omar Haddad a surtout été défendu par des gens qui ne connaissaient pas le dossier. Vous venez d'évoquer le nom de Jean-Marie Rouart, académicien honorable. Il n'était pas au débat. Il n'a jamais lu le dossier. Il n'a jamais vu les fameuses portes. Mais il était sûr de l'innocence d'Omar Haddad. Chacun a le Zola qu'il peut. Pourtant, le Zola Rouart fait illusion. Il convainc le public de l'innocence de son protégé. L'opinion publique a pris fait et cause, mais ce n'est pas la première fois que l'opinion publique se trompe.
Les pressions populaires, politiques, intellectuelles et diplomatiques finissent par porter leurs fruits en 1996. À la suite d'une visite d'Hassan II à Paris, Jacques Chirac a accordé une grâce à Omar Haddad. Donc Omar Haddad avait été condamné à 18 ans. Jacques Chirac a accordé une grâce partielle de 4 ans et 8 mois. Pourquoi 4 ans et 8 mois? Pourquoi pas total? Pourquoi? Enfin, difficile à savoir. À la faveur de cette grâce, Omar Haddad a pu recouvrer la liberté en 1998, au terme de 7 ans d'incarcération. Il vit désormais à Toulon, en invalidité pour raisons psychologiques. Il a renoncé à travailler, mais pas à revendiquer son innocence. Pour y parvenir, Omar Haddad s'est adjoint les services de détectives privés Bernard Naranjo ou Roger-Marc Moreau. Grâce à eux, de nombreuses pistes vont fleurir au fil des années. Des pistes plus ou moins fumeuses. Alors on a dit n'importe quoi dans cette affaire. On y a même mêlé des détectives plus ou moins farfelus. L'une des premières histoires lancées quelques semaines après la condamnation de Haddad vient d'une bourgeoise néo-zélandaise, Patricia Clark, résidant à Mougins. Jacques Vergès l'exhibe comme un trophée. Elle a repéré garée devant chez elle, à l'époque du meurtre de Madame Marshall, une étrange camionnette dépourvue de plaques. Il avait les taches de sang sur le siège de conducteur. Et puis, je regardais, il avait les chevrons de bois, les planches de bois mis à l'arrière de le camion, un peu n'importe comment. Il avait ce tournevis. Et j'étais choquée parce que c'était énorme, beaucoup plus gros que ça. Énorme et avec une lame large comme ça. La camionnette est retrouvée. C'est celle d'un ouvrier. Le rouge sang, c'est de la peinture. La piste tombe à l'eau. Une autre ne tarde pas à poindre. Nous ne faisons que dire, il existe un Omar dans la vie de Madame Marshall. Voilà, tout simplement. Un deuxième Omar. Un deuxième Omar dans la vie de Madame Marshall. Un second Omar, un étudiant yougoslave qu'on aurait aperçu aux alentours de la Chamade ou discutant avec Madame Marshall. Il est repéré près de Grasse. Il ne connaît en fait ni la riche veuve ni sa maison. Christian Veilleux ne peut pas en dire autant, et pour cause, il est le fils de Ghislaine Marshall, né d'un premier mariage. Un ignoble postulat commence à se murmurer. À qui profite le crime? Au fils, bien sûr, trop pressé d'hériter. C'est lui qui aurait commandité le meurtre de sa mère. Et son chagrin au procès n'aurait été que cinéma. Je pense que n'importe qui perdant une mère, c'est déjà affreux. Mais dans ces conditions-là, je crois que c'est effroyable. Ceux qui ont connu Ghislaine Marshall, ceux qui connaissent Christian Veilleux, ne peuvent qu'être outrés d'une telle supputation. Elle l'aidait beaucoup, hein. Ouais. Elle aimait son fils, il fallait faire tout pour son fils quand il arrivait. Hein. Ouais. Tout l'entourage savait que Christian Veilleux était le fils adoré de sa mère, qu'il adorait lui-même sa mère, tout cela n'était contesté par personne. Tous ceux qui ont évoqué la piste monstrueuse d'un complot familial ont été lourdement condamnés. Le Nouvel Observateur, le détective Moreau ou surtout Jean-Marie Roire qui a pris très cher. 100 000 € de dommages et intérêts. Et là, personne n'a crié à l'erreur judiciaire tant la piste était scandaleuse. La piste suivante se révélera carrément ridicule. En 2001, un homme se manifeste spontanément. Depuis 1982, explique-t-il aux enquêteurs, Ghislaine Marshall a rejoint l'Ordre du Temple solaire, une secte suisse qui a fait parler d'elle à l'occasion de massacres collectifs. En 1991, la riche veuve aurait voulu fuir l'organisation et surtout cesser de la financer. En représailles, les dirigeants de l'OTS auraient décidé de l'éliminer. Il le sait, c'est lui qui a déposé 3 des patrons de la secte devant la Chamade le jour du meurtre. Certains morts à l'hameçon. Dans le dossier, un témoignage rapportait la présence d'un véhicule automobile immatriculé en Suisse au portail de la Chamade dans une période contemporaine de la mort de Madame Marshall et de son meurtre. Dès lors, il convient effectivement que cette piste, comme toutes les autres, soit fouillée parce que, décidément, aujourd'hui encore, cette affaire semble garder son mystère. C'est oublier que, inquiets de n'avoir pas de nouvelles de leur ami, les Coster sont venus, comme d'autres, sonner à la porte de la Chamade. Or, leur voiture est justement immatriculée en Suisse. Point par point, la thèse du temple solaire s'effondre comme un château de cartes.
Une seule piste, souvent démentie, toujours relancée, va parvenir à fructifier. C'est celle de la femme de ménage et de son amant dit Pierrot le Fou. Marginal, 100%. 100%. Moi, c'est Pierrot de court. Ouais. Pour les cons, je suis fou. Les cons, vous êtes fous. Ah ouais. Ça veut dire quoi? J'aime pas qu'on m'emmerde. Et quand on l'emmerde, il est prêt à tout. Il y en a même un qui n'est plus là pour en témoigner. Je suis sorti de prison de Saint-Martin-Marie, en centrale. Moi, j'ai fait plein avant. J'ai tué un mec à Paris. Ah ben, il a voulu me tuer, hein, le mec. J'ai dit, c'était moi ou lui. J'ai pris 5 ans pour homicide volontaire. Et c'était involontaire, parce que je savais même pas le lendemain que j'avais tué. J'étais bourré. Pour le détective Roger-Marc Moreau, un tel personnage ne peut que faire figure de nouveau suspect. Il se lance sur cette piste avec le journaliste Christophe Deloire. J'ai recueilli des témoignages, j'ai ouvert ces interrogations. À eux d'y répondre. Chacun son rôle. Parmi ces témoignages, ceux de la femme de ménage, Liliane Recevaux. Elle vit en couple, Pierrot le Fou et son amant. Madame Marchal lui avait donné son congé pour 2 jours. Comme si Madame Marchal devait partir, elle n'avait pas besoin de sa bonne. Or, elle n'est pas du tout partie, contrairement à ce que pouvait laisser entendre ce propos. Mais cela, les gendarmes ne l'ont pas vérifié, n'ont pas essayé de savoir pourquoi cette femme de ménage, qui était aussi dans l'entourage immédiat, n'était pas venue travailler ce jour-là. C'est d'autant plus mystérieux que le concubin de l'époque de cette femme de ménage, que nous sommes allés voir, dit « Mais à l'époque, ma concubine, la femme de ménage, est partie travailler le dimanche matin. Elle est aussi partie travailler toute la journée le lundi. » Liliane Recevaux, le dimanche 23 juin, annonce à son concubin qu'elle va travailler. Serait-elle allée à la chamade? Nous lui avons posé la question. J'ai dit à mon concubin de l'époque que j'allais travailler parce qu'il était très jaloux. Et le dimanche 23, je suis allée au Lac Sainte-Croix avec ma fille, son ami, Monsieur Pierre, au Ribot, et le chien. J'ai vu un mec de Côte d'Or et un mec de Saône-et-Loire, là-bas. On a eu une histoire avec la chienne. C'est-à-dire que ma fille avait donné une correction à la chienne parce qu'elle était partie. Et les gens sont venus en disant « on va appeler Brigitte Bardot ». Il y a eu une histoire. Ils sont 4 à confirmer cette escapade au lac Sainte-Croix. Pierrot, Liliane, sa fille et le copain. Mais Moreau et Deloire ne peuvent pas se contenter de cela. Nous sommes allés le voir. Il a fini par nous dire qu'il était allé à la chamade le 1er mai. J'ai travaillé 1 heure, elle m'a donné 200 francs. Madame Marchal. Guylaine Marchal. Vous avez fait quoi? J'ai déménagé une chambre du premier pour remettre dans une autre chambre, c'est tout. Il a fini par nous parler de ce qui peut être l'arme du crime, un coup de papier qui correspond aux blessures, qui a disparu. C'est la femme de ménage qui l'a mentionné très longtemps après. Voilà, c'est les mensonges de cette dame, le crime déjà commis et les cambriolages commis à l'époque par son amant. Tout ça méritait quand même d'être un peu plus regardé. Plus regardé, en clair, et si le suspect était en fait l'assassin? Moi, je suis sûr et certain que ce n'est pas moi. C'est tout. Ce jour-là, c'est au lac de Sainte-Croix, point à la ligne. Alors, quand est-ce qu'elle est morte? Quand est-ce qu'elle n'est pas morte? Il faut m'expliquer. Hein. Ça commence à me gonfler, cette connerie. Hein. Voilà. Il n'est pourtant pas au bout de sa peine, Pierrot. Le pugnace détective Moreau aimerait bien se pencher sur son ADN. Au début des années 2000, on découvre que les portes de la cave de la chamade sur lesquelles Ghislaine Marchal a laissé ses sanglants messages sont porteuses de 2 ADN masculins inconnus. 2 ADN qui ne sont pas ceux d'Omar, ça a été vérifié. Pour savoir à qui ils appartiennent, la défense du condamné a saisi la chambre de révision de la Cour de cassation. Les hauts magistrats ne l'ont pas entendu de cette oreille. Ils ont rejeté la requête au prétexte que l'analyse de ces ADN n'apporterait rien à la recherche de la vérité. Je pense que les déclarations de M. l'avocat général sont insignifiantes. Il y a cette erreur fondamentale. Comment peut-il dire que des traces d'ADN dans le sang de Mme Marchal ne signifient rien? Comment peut-il le soutenir? Parce que depuis le décès de Mme Marchal, les fameuses portes ont été déposées, déplacées jusque dans la salle d'audience. Des dizaines de personnes, gendarmes, journalistes, experts, magistrats, ont pu y laisser leurs traces biologiques.
Il n'y a pas tant de gens que ça qui ont touché la porte. Les gendarmes de l'époque, ils sont faciles à retrouver. On aurait pu leur faire passer des expertises ADN pour vérifier si c'était le leur. Et si c'était le leur, ben voilà, on n'avait pas les accusés. Mais ça permettait de savoir s'il y avait une bonne chance que ce soit l'ADN du coupable. À quoi bon identifier les auteurs des traces d'ADN laissées sur la porte de la chaufferie ou sur la porte de la cave à vin, alors que cette porte, encore une fois, n'a pas de lien direct avec le combat qui a opposé le meurtrier et Mme Marchal. La Cour de révision aurait pu faire autre chose, c'est comparer l'ADN à d'autres personnes dans l'entourage. Et ça n'a pas été fait. Moreau et ses amis ne veulent pas en démordre. Pierrot le Fou est un suspect idéal. Et si c'était son ADN qui traînait sur les portes de la cave? Une avocate de ses relations s'apprête, au nom d'Omar Haddad, à saisir une nouvelle fois la chambre de révision pour le faire vérifier. Même si cette seconde requête n'a que peu de chances de prospérer, nous avons demandé à Pierrot s'il était prêt à se soumettre au test de vérité. Vous aviez déclaré au Parisien, au journal Le Parisien, que vous étiez prêt Je m'en rappelle. à faire une analyse génétique. Pas de problème. Si on allait la faire, Pas de problème. on y va? Il n'y a aucun problème. On va la faire? D'accord. Alors, je vous écoute. Je me suis pour les paupières, c'était faire un test d'ADN ici. Sans appréhension aucune, Pierre Auribeau tient son empreinte ADN à disposition. Mais sans doute ne la lui réclamera-t-on jamais, tant il y a peu de chances qu'elle traîne sur les portes ensanglantées. Il eût d'ailleurs été tout aussi improbable que ce fût celle de Haddad. C'est que personne n'a jamais soutenu qu'Omar Haddad avait assassiné ou tué la porte de la cave à vin. C'est Mme Marchal qui l'a tué. C'est un jugement définitif, un jugement que n'acceptera jamais Omar Haddad. Il l'affirme comme il l'a déjà fait. Il n'abandonnera jamais le combat. Je suis sûr certain de moi, c'est pas moi qui a tué Mme Marchal. Mais pour d'autres, ce fameux combat n'est pas celui que l'on croit. C'est le combat entre le homard qui veut croire à son innocence et le homard qui, au fond de lui-même, sait très bien ce qu'il a fait. Loin des salles d'audience et des fenêtres à barreaux, jouir du sentiment de liberté est souvent un combat intérieur. Pour tout le monde, pour Omar Haddad, plus que pour tout autre sans doute.